Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette 3e édition du Paris-Saclay Summit et notre dernière conférence, donc édition qui touche à sa fin. Alors aujourd'hui nous sommes 8 milliards sur Terre, bientôt 10, autrement dit à chaque fois que vous commandez un déjeuner, 2 personnes supplémentaires arrivent. Donc la question n'est plus seulement qu'est-ce qu'on mange ce soir, mais comment on va nourrir 10 milliards d'êtres humains sans épuiser la planète. Alors, la réponse serait-elle plus de production, moins de gaspillage, des protéines alternatives, des algorithmes pour optimiser les cultures? Et pour débattre de cela, nous avons aujourd'hui Sophie Niklaus. Vous êtes ingénieure agronome, directrice scientifique alimentation et santé d'INRAE. Bonjour. Bonsoir. Et oui, c'est vrai, c'est plutôt bonsoir d'ailleurs. Et vous êtes en compagnie d'Olivier Clity. Vous êtes directeur de la stratégie, de la RSE et du digital au sein du groupe InVivo. Et vous avez la chance et l'honneur d'être interviewés tous les deux ce soir par des étudiants de Centrale Supélec, Clairvy Ringeval et Théophile Salabert. Bonjour Madame Niklaus, bonjour Monsieur Clity. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et si vous le voulez bien, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, comme nous l'avons dit, nous serons donc 10 milliards d'humains en 2050 d'après l'ONU. Quels sont donc les enjeux à relever pour nourrir autant de personnes ? Alors, on peut déjà partir des enjeux actuels des systèmes alimentaires et regarder un peu la situation. Donc, les systèmes alimentaires, dans leur fonction première, leur but, c'est de nourrir. Alors, les systèmes agricoles peuvent avoir d'autres fonctions, produire de l'énergie, produire des matériaux qu'on va utiliser dans différents usages non alimentaires. Mais en ce qui nous concerne, là, on va vraiment parler alimentation. Donc, c'est un objectif important aussi au niveau de l'Organisation des Nations Unies, puisque le deuxième objectif de développement durable, c'est d'aller vers la fin zéro. Donc, un objectif qui devrait être atteint en 2030. Alors, malheureusement, quand on regarde la situation, on voit qu'on a encore 700 millions de personnes à travers le monde qui ne mangent pas à leur faim, avec 2,4 milliards de personnes qui sont considérées en situation d'insécurité alimentaire modérée ou sévère. Donc, on est vraiment loin du compte et malheureusement, la situation s'est dégradée depuis 2014. En 2024, dernière fois que ce point a été fait. Au niveau de la France, on a aussi un certain nombre d'enjeux qui concernent notamment les conséquences sanitaires associées à l'alimentation. Quand on fait le bilan des maladies chroniques qui peuvent être imputables à l'alimentation, on peut dénombrer 3,4 millions de cancers, 4,1 millions de cas de diabète, 5,3 millions de maladies cardiovasculaires qui, d'une façon ou d'une autre, sont associées à des régimes alimentaires inadaptés. Donc sans parler du chiffre de l'obésité pour les adultes, à peu près 15% de la population. Donc on voit bien qu'on a un système alimentaire qui ne nourrit pas tout le monde, ne nourrit pas très bien tout le monde, et donc avec un vrai enjeu de proposer des choses plus adaptées. Et il ne faut pas oublier derrière cette question qu'il y a un gros enjeu également d'inégalité sociale et aussi d'accès à l'alimentation, même en France. On a 16% de personnes qui sont considérées comme à risque en situation d'insécurité alimentaire, donc un enjeu aussi chez nous. En parallèle de ces constats, on peut faire aussi les constats d'impact environnementaux associés au système alimentaire, avec ce qu'on appelle les externalités négatives associées à la production agricole, avec des problématiques d'eutrophisation, de pollution des sols. On considère que 33% des sols mondiaux sont impactés, en tout cas dégradés, donc ne remplissent pas leur fonction aussi bien qu'ils pourraient. Donc on a un gros enjeu autour de la préservation des ressources qui permettent de produire et aussi de réussir à produire bien et mieux. Et dans la projection en 2050, effectivement, la question est vraiment de produire plus et d'arriver à atteindre ces objectifs pour nourrir donc 10 milliards de personnes. Donc vous avez rappelé les chiffres sur les augmentations. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'augmentation de la population, elle ne se fera pas du tout de manière homogène dans toutes les zones de la planète. En Afrique, par exemple, on considère que c'est là où ça va absorber la moitié de la croissance démographique mondiale. Donc on va passer de 1,1 milliard à 2,5 milliards de personnes en 2050, alors que dans les régions, dans les pays dits développés, on va rester autour de 1,3 milliard de personnes.
En Europe, la population va rester stable, voire se contracter. Et actuellement, la population européenne, alors qu'elle représente un 15e de la population mondiale, elle devrait représenter un 20e de la population mondiale. Donc on voit bien, entre guillemets, une perte de l'importance de la zone Europe dans le paysage mondial, avec des problématiques de vieillissement en lien avec l'augmentation de la durée de vie. Donc une équation assez complète, et on va vers aussi une demande qui va évoluer en lien avec ces évolutions démographiques. Donc comme vous l'avez dit, aujourd'hui plus de 700 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Dans ce contexte, le défi est-il de produire autrement, de produire davantage ou de mieux répartir les ressources ? Alors face à cette situation complexe, il n'y a pas de situation, de réponse simple et unique. On va être obligé de travailler sur la combinaison d'un levier, une combinaison de leviers d'action pour essayer d'atteindre ces objectifs. En raisonnant sur l'usage des terres agricoles, éventuellement le déploiement en tout cas l'usage de terres qui ne sont pas actuellement mises en œuvre, essayer de produire mieux, évidemment, ça c'est très important. Jouer aussi sur le levier du gaspillage alimentaire. Actuellement, on considère que 33% de ce qui est produit, 30% de ce qui est produit est gaspillé, avec une répartition différente du gaspillage selon les régions du monde. Dans les pays du Sud, dits moins développés, on considère que le gaspillage, la plupart des pertes se passent au niveau post-récolte, parce que les infrastructures nécessaires à la préservation de la qualité des aliments ne sont pas nécessairement en place, alors que sous nos latitudes, dans les pays dits développés, on va plutôt avoir un gaspillage au niveau du domicile des consommateurs. Donc, ce qui est important dans ce cadre-là, c'est de trouver des solutions qui permettent à la fois de renforcer, continuer à renforcer la productivité de nos systèmes, tout en augmentant aussi la production là où c'est nécessaire et avec le type de produit qui est nécessaire. Donc, compte tenu des évolutions démographiques mondiales, on voit bien que ça nécessite aussi une réflexion approfondie. Et donc, on ne va pas forcément poser la même réflexion, l'équation dans les mêmes termes sur la situation française versus sur la situation internationale. Merci. Vous avez notamment parlé des sols, du fait qu'il fallait peut-être, on allait peut-être devoir en utiliser plus pour pouvoir produire un peu plus. Toutefois, on voit que des études montrent que si on passait à un régime 100% vegan, on diminuerait l'occupation des sols due au régime alimentaire actuel de 76%. Est-ce que ça ne pourrait pas être aussi une solution viable ? Alors, c'est vrai que si on regarde nos régimes alimentaires actuels, et notamment dans le cadre du défi démographique de nourrir 10 millions de personnes, la place des protéines dans ce défi est assez importante. Les protéines, on a un besoin protéique de base qui est incompressible, parce que ce sont des constituants de notre alimentation nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. On n'a pas de stock de protéines dans notre corps, et notre corps détruit les protéines qui nous constituent. Donc on a besoin de reconstituer ce stock en permanence. Et si vous regardez les évolutions des régimes alimentaires, la part des protéines dans les régimes est toujours extrêmement stable, autour de 15% des calories apportées qui sont constituées par les protéines. Alors, qui dit protéines, dit pas forcément viande. Il y a des protéines aussi dans des aliments d'origine végétale, dans le riz, dans le blé, beaucoup dans des légumineuses à graines, comme le soja ou les lentilles, les pois chiches, par exemple. Donc, effectivement, si on regarde le régime moyen sous nos latitudes, il est fortement composé de protéines d'origine animale, à peu près à 60-70%, qui ont une contribution environnementale très importante. On considère que pour produire 1 kg de viande, on va avoir besoin on va émettre par exemple 50 kg de CO2 équivalent. On va utiliser 160 mètres carrés de surface agricole, alors que pour 1 kg d'œufs, on va être plutôt sur 5 kg équivalent de CO2, et encore moins pour 1 kg de légumineuses, moins d'1 kg. Vous voyez qu'il y a un rapport assez important d'ordre de grandeur dans les impacts environnementaux associés à ces différentes sources de protéines.
Malgré tout, les protéines d'origine animale, elles apportent aussi des nutriments essentiels au-delà des protéines, notamment micronutriments qui sont contenus dans les produits d'origine animale. Donc il ne s'agit pas de les évincer complètement. Donc le régime vegan, il peut avoir son intérêt s'il est choisi et s'il est bien équilibré. Dans la réflexion actuellement qui est portée sur l'organisation des systèmes alimentaires, on n'a pas de solution qui soit sans élevage. En fait, l'élevage a aussi sa place dans les systèmes alimentaires parce qu'on peut utiliser les effluents d'élevage pour nourrir les sols, enfin, comme engrais. Et donc, ils ont leur place dans les rotations. On va par contre réfléchir sur la diminution de la part des protéines animales et on a un certain nombre de modèles qui nous permettent de dire que par rapport à la situation actuelle sous nos latitudes, diminuer par 2 la quantité de viande qu'on consomme permet déjà de réduire l'empreinte environnementale associée à nos régimes alimentaires. Par contre, dans les pays du Sud, on voit que la consommation de protéines d'origine animale, en général, elle est inférieure à ce qui peut être recommandé comme permettant d'équilibrer facilement les micronutriments. Et donc, on va être plutôt sur une augmentation de la consommation de protéines animales, d'où la question sur l'équation globale au niveau international de réussir à produire plus de protéines d'origine animale. Dans les régimes sous nos latitudes, toute la question, c'est d'arriver à comprendre comment on peut accompagner la diminution de la consommation de protéines animales. Donc, devenir tous véganes, typiquement, c'est le genre de message qui est complètement contre-productif parce qu'il est irritant, parce qu'il est à rebours, on va dire, de la vision culturelle qui peut être portée dans notre pays. Et donc, on est plutôt sur une réflexion de comprendre comment on peut redonner une place aux protéines animales plus juste et donc sans les éliminer complètement, en fait. Après, chacun peut être libre d'aller vers le régime qu'il souhaite. Donc, j'ai envie de dire, en termes de réflexion globale, la réflexion, c'est plutôt de voir quelles peuvent être les opportunités d'organisation des régimes alimentaires pour diminuer la place de la viande sans l'éliminer complètement, en fait. Merci Madame Niclos pour ces explications. Nous allons maintenant passer à la suite de la discussion avec vous, Monsieur Cliti. Avant de parler d'avenir, regardons un peu le chemin parcouru. La science a permis d'énormes progrès dans le domaine agricole, mais est-ce que cette belle dynamique historique n'est pas en train de prendre du plomb dans l'aile face aux réalités écologiques ? Bonsoir à tous, merci de nous avoir invités. Quand on regarde l'histoire, on a toujours été dans une logique de produire plus. Et là, on ajoute 2 notions, et merci de le repréciser. On a aussi la notion de mieux et de durable. Donc, quand on regarde les sujets technologiques, historiquement, on voit bien qu'on a... après-guerre, lancer les sujets de mécanisation, ensuite les intrants chimiques, la sélection végétale. C'est un peu les 3 leviers sur lesquels le monde agricole et agroalimentaire s'est appuyé. Et aujourd'hui, la question, c'est finalement, est-ce qu'on n'est pas à un plateau de ces avancées technologiques ? Quand on regarde la réalité de l'offre technologique qui est utilisée, il y a un certain nombre de technologies qui ont été mises en œuvre, alors, qui ont fait polémique parfois, les OGM, les biotechnologies, etc. Et certains ont fait des choix de les utiliser, d'autres pas, pour des raisons diverses et variées qui sont pas, enfin, on n'a pas à en juger. Mais en tout état de cause, l'offre technologique existe. Après, la question, c'est quelles sont l'évaluation qu'on en fait, quels sont les, pardon de le dire comme ça, dégâts collatéraux que ça peut occasionner, et comment on gère finalement cet équilibre. Et je pense que ça a été dit juste avant, tout ça est une question d'équilibre, et y compris dans l'application des technologies. Donc aujourd'hui, on a à disposition un certain nombre de leviers technologiques qui ne sont pas toujours parfaits. Il y a encore des progrès à aller chercher. Quand on prend tous les sujets autour du biocontrôle, de la biofertilisation, il y a des choses dont on n'a pas encore la maîtrise complète, mais il y a eu d'énormes progrès qui
ont été faits. Et pour le coup, je pense que le sujet auquel on est confronté, c'est pas tant l'avancée technologique, mais plutôt que son adéquation et l'acceptabilité de ces avancées technologiques au regard des points négatifs ou légèrement négatifs qu'il pourrait y avoir de ci, de là. L'acceptabilité sociale, l'acceptabilité en termes de santé publique qu'il faut intégrer. Donc aujourd'hui, moi j'ai tendance à dire notre sujet, il est quelque part un peu réglementaire ou en tout cas d'acceptabilité sociétale, plus que de sujets technologiques, parce que des énormes progrès ont été faits et on a encore beaucoup de chemin à faire. On parlera peut-être après de la digitalisation et de tous ces sujets de la donnée qui nous permettent de progresser sur ces sujets. Donc les technologies ont selon vous quand même une part encore considérable à faire dans l'agriculture. Comment aujourd'hui est-ce qu'on passe d'une technologie en laboratoire à une technologie mise en œuvre sur le terrain? Comment on industrialise les technologies? Alors, j'allais dire, la première clé d'industrialisation, c'est le modèle économique finalement. On a des instituts extraordinaires en France, on a une représentante à côté et il faut en être fier parce que quelque part on a ces capacités scientifiques un peu hors du commun. Après, nous, notre rôle et la manière dont on les travaille, c'est sur la base de tous ces travaux qui sont faits. Comment est-ce que je fais pour trouver le modèle économique qui permette à l'agriculteur, à l'industriel et à l'ensemble de la chaîne de production de tirer parti de manière positive de cette technologie, de gagner en productivité, de gagner en production, de gagner en quantité, de gagner en résilience dans le temps, de résister aux éléments climatiques. Et quelque part, aujourd'hui, notre enjeu, c'est trouver le modèle économique qui va permettre l'utilisation de ces technologies à autre chose que l'échelle de l'expérimentation, mais bien à l'échelle industrielle. Donc, j'allais dire, la première clé, c'est... ou une des premières clés, c'est le modèle économique. La deuxième clé, c'est l'acceptabilité sociétale. Il faut, et on a eu le débat, et il n'est probablement pas complètement terminé, il faut que cette technologie soit acceptée par la société, parce qu'encore une fois, à la fin du fin, c'est quand même le consommateur qui, devant les rayons du supermarché ou de son boucher ou de son primeur, va décider de ce qu'il consomme et de la manière dont il le consomme. Donc le deuxième élément, c'est l'acceptabilité sociale. Et le troisième élément, c'est de faire comprendre à l'ensemble de la société que l'enjeu de nourrir la planète, de nourrir la France, c'est d'une part être capacité d'avoir des échanges internationaux et d'autre part également d'être en capacité de rémunérer l'ensemble du modèle de production. Et parfois, il faut admettre que produire de manière durable coûte un peu plus cher que de produire comme on pouvait le faire il y a quelques années avec des technologies un peu différentes. Merci. Vous parlez de rémunérer ce modèle de production, mais selon vous, qui doit payer pour pouvoir le mettre en place? Est-ce aux agriculteurs de s'endetter, aux consommateurs de payer plus cher, aux entreprises ou alors à l'État d'investir? Alors, je pense que selon la police ou les manifestants, chacun aura une réponse différente. Si on essaye de regarder les choses un peu objectivement, tout le monde doit contribuer à sa part du travail. L'agriculteur doit investir, doit transformer, doit faire évoluer son modèle de production pour permettre de s'adapter à la consommation. L'industriel doit aussi adapter ses modes de production pour être, j'allais dire, dans le produire mieux qu'on a évoqué préalablement. Et le consommateur doit aussi travailler cette espèce de schizophrénie qu'il peut avoir entre le consommateur électeur ou citoyen, un peu comme ça, et le consommateur devant son porte-monnaie qui, à la fin, se pose la question de savoir ce qu'il va payer. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques études dans le passé, 70% des Français disaient avoir une conscience environnementale, 10% étaient prêts à changer leurs habitudes alimentaires et 2% à payer pour. On a de nombreux exemples. On a eu l'occasion, nous, de produire une baguette décarbonée. Personne n'a intégré la décarbonation dans son modèle de consommation et personne n'accepte de payer ne serait-ce que 3 centimes de plus pour une baguette décarbonée. Donc, on a tout un schéma éducatif et de formation à expliquer que, finalement, payer un peu plus cher, c'est pas enrichir un système divers et variés, c'est juste donner les moyens au producteur qu'est l'agriculteur de trouver le modèle économique qui va lui permettre de produire plus
pour nourrir nos 10 milliards d'habitants potentiels, produire mieux, c'est-à-dire de manière plus adaptée à la consommation et de manière durable, parce qu'encore une fois, on a en tant qu'agriculteur ou en tant qu'organisme autour de l'agriculture une responsabilité sociale et sociétale autour de l'impact carbone, autour des différents enjeux de santé publique. Merci beaucoup. Un autre sujet que l'on souhaitait aborder était celui de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, c'est un enjeu central. Aujourd'hui, quels sont les différents niveaux de dépendance en France et comment en est-on arrivé là? Alors, la dépendance est un peu partout. Si je devais caricaturer, et pardon pour les scientifiques qui sont autour de nous, le pain, c'est du blé. Le blé, c'est de l'eau, de l'azote et un peu de soleil. Et l'azote, c'est du gaz. Donc, dans les productions végétales, une des dépendances, c'est l'engrais. On travaille d'ailleurs avec un certain consortium pour essayer de trouver une manière de produire des engrais décarbonés. On ne va pas résoudre tout le sujet comme ça, mais une des dépendances, c'est l'énergie, évidemment. Ensuite, on a aussi une certaine dépendance autour du coût de revient. Aujourd'hui, à peu près 50% de la viande de poulet est importée. Malgré tout, on exporte une quinzaine de pourcents de notre production de volaille en France. On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Brésil, Ukraine sont des très gros fournisseurs de la France de poulets importés, avec des modèles de production qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres en termes de taille, en termes d'outils technologiques utilisés. On ne parlera pas des OGM et des antibiotiques, mais ça fait partie des modèles de production. Et donc, quelque part, c'est aussi notre consommateur français qui doit, à un moment, gérer cette dépendance en fonction de sa capacité à le faire. Et donc, notre deuxième dépendance, quelque part, c'est une dépendance de compétitivité relative par rapport à nos grands pays. Alors, on va les appeler concurrents ou confrères. Donc, voilà, deuxième dépendance, c'est finalement la compétitivité économique de nos capacités à produire. Ça fait partie des éléments importants et ça est valable que ce soit sur les productions animales, que ce soit sur la production laitière ou la production céréalière ou même les légumes, puisqu'encore une fois, les sujets sont valables pour à peu près tout. Ensuite, il y a un sujet de géographie. La dépendance, on la positionne où? Est-ce qu'on se positionne aux bornes de la France? Est-ce qu'on se positionne aux bornes de l'Europe? Voilà, ça fait partie de ces questions qui sont probablement un peu plus politiques que techniques, mais en tout cas, les dépendances sont là. À ce sujet, Madame Genevard prônait à l'automne dernier un réarmement agricole français. Quelles mesures et stratégies sont prises par le groupe InVivo afin de soutenir la souveraineté agricole française? Alors il faut réarmer l'agriculture, il faut, et pour le coup on ne peut pas être contre, nous en tant qu'InVivo, au contraire on milite pour ça, on milite pour redéployer un modèle agricole. On a coutume, enfin je le dis assez souvent, pendant des années on s'est appuyé sur le modèle agricole français pour déployer le modèle de production. Je rappelle que juste après-guerre nous n'avions pas d'autosuffisance alimentaire. Un certain nombre de travaux ont été menés, donc on s'est beaucoup appuyé sur l'agriculture et quelque part ça faisait partie des secteurs qui étaient très promus et très appréciés. Ensuite, on a eu toute cette période agribashing dans laquelle on a tous considéré que l'agriculture faisait partie du problème. Le Covid est passé par là et on s'est dit mince, finalement on a quand même un truc qui marche pas mal et on a quand même réussi à donner à manger à peu près tout le monde, en tout cas en France et en Europe, dans les conditions raisonnablement acceptables. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que finalement on se dit que l'agriculture peut même faire partie de la solution. Donc d'une agriculture qui pose problème à beaucoup de gens, aujourd'hui on s'aperçoit que l'agriculture peut être contributeur de la solution, notamment sur les sujets de carbone et notamment sur les sujets d'équilibre alimentaire.
Donc aujourd'hui, et chez InVivo, on est très militant pour le produire plus, mieux et durable, avec l'ensemble des technos auxquels on a accès, hein, c'est-à-dire on déploie les modèles d'agriculture de précision, on déploie les modèles d'agriculture de régénération, on travaille sur de la fertilisation innovante, on travaille sur des biocontrôles, on travaille sur des filières durables qui sont tracées. Aujourd'hui, on est même dans la capacité pour certaines filières de blockchainer la traçabilité de l'ensemble de la chaîne de production. On tente et on a tenté la valorisation carbone. Ça n'a pas bien fonctionné parce que les coûts de revient du carbone aujourd'hui en France sont trop élevés par rapport à ceux auxquels on peut avoir accès au Brésil. On a pas mal de travaux autour des coopératives qui sont nos adhérents et autour des agriculteurs pour développer des nouveaux modèles économiques. On a présenté en tout cas en fin d'année l'étude résilience. L'étude résilience, c'est quoi? C'est comment fait-on pour avoir une agriculture pérenne, une agriculture résiliente à 2050, malgré les impacts climatiques. Quand on regarde les fortes pluies auxquelles sont confrontées les régions de Ouest-France, les fortes pluies qu'on a même ici, qui peuvent potentiellement obérer les potentiels de production pour les cultures de printemps si ça ne s'arrête pas. Donc on a une forte dépendance à la météo. Donc on a beaucoup travaillé sur ces sujets en disant finalement, est-ce qu'on a des leviers qui doivent nous permettre à la ferme France de perdurer et d'avoir un modèle économique viable à 2050. Aujourd'hui, on a un chemin, ça nécessite bien entendu de l'investissement, mais en tout cas, on considère que notre responsabilité, c'est de former, d'accompagner, d'expliquer, et c'est pour ça un peu aussi qu'on vient dans ces enceintes, de promouvoir la technologie auprès à la fois des agriculteurs et de l'ensemble de nos parties prenantes, pour se dire que finalement, les avancées technologiques auxquelles on a accès doivent nous permettre de répondre à nos grands enjeux. Et encore une fois, comme toujours dans notre monde, tout est question d'équilibre et de faire évoluer les équilibres progressivement pour nous permettre de rester compétitifs, parce que sans compétitivité, il n'y a pas de transition. Sans modèle économique, l'agriculture ne transitionnera pas. Et nous, on travaille avec les instituts et avec nos adhérents pour trouver le modèle économique de l'agriculture en France. Merci beaucoup. Une dernière question pour vous, Monsieur Clity. Nous avions abordé avec Madame Niclos précédemment le changement des régimes alimentaires. Est-ce que InVivo se prépare aussi à ce changement des régimes alimentaires? Alors, oui, nous, le groupe InVivo, c'est une coopérative essentiellement de production végétale. Donc, bien entendu, on a pas mal travaillé sur les problématiques de rotation. Les rotations, c'est les légumineuses, en tout cas en France. Les légumineuses, c'est de la protéine végétale qui est probablement plus directe au consommateur que le blé qui va être utilisé pour le pain également, mais l'alimentation animale. Donc aujourd'hui, nous, on travaille avec nos agriculteurs, notamment pour promouvoir l'agriculture de régénération et étendre les rotations qui vont permettre d'intégrer les légumineuses qui ont de nombreuses vertus outre l'apport protéique, mais également des vertus dans le cadre de la rotation des cultures et qui permet aussi de mieux préserver les sols et quelque part de rentrer dans la branche produire mieux et produire plus durable. Donc on travaille dessus. Dire qu'on est prêt, je pense que ça serait un petit peu présomptueux. Les choses doivent se faire progressivement, mais en tout cas, on essaye chez InVivo de ne jamais perdre de vue le modèle économique pour l'agriculteur. Autrement dit, si le consommateur demande de la légumineuse et qu'il accepte d'en payer le prix qu'il est nécessaire de payer pour pouvoir le produire en France, l'agriculture française saura la produire. Merci beaucoup. Nous pouvons maintenant passer aux questions du public, si vous en avez. Oui, merci. La question du départ qui a été bien posée, c'est la question de nourrir les 10 milliards d'humains.
et en particulier dans les régions où la population va augmenter beaucoup, par exemple en particulier en Afrique. Or, je trouve qu'on a parlé beaucoup de la France. C'est très intéressant de parler de la France, on est français, mais je n'ai pas vu la réponse. Comment va-t-on faire pour nourrir ces 10 milliards d'humains en Afrique et dans tous les pays où aujourd'hui déjà on ne les nourrit pas. Enfin, ils ne se nourrissent pas, puisque ce serait plutôt à eux d'ailleurs de se nourrir qu'à nous de les nourrir. Peut-être je peux témoigner. Donc, je citais notamment le travail des Nations Unies qui a développé un hub sur la transformation des systèmes alimentaires qui vise justement à voir comment on peut résoudre ces problématiques au niveau international et qui organisait cet été une réunion pour faire le bilan de l'avancement de l'objectif de développement durable numéro 2 à Addis Abeba en Éthiopie. Donc j'y suis allée et le gouvernement éthiopien nous a présenté tous les travaux, tous les leviers qui sont mis en œuvre pour aller vers plus d'autosuffisance. Donc tout à l'heure on parlait de souveraineté. Alors ce terme il a de multiples significations. Bon, on pouvait l'entendre sous la question de l'autosuffisance, mais enfin, je peux vous dire que j'ai vu des choses en fait qui sont très très loin de l'imaginaire qui est véhiculé depuis pour moi mon enfance autour de l'Éthiopie, où on nous montrait des personnes qui avaient rien à manger. Donc avec vraiment le développement de cultures, notamment utilisant des techniques de génétique pour permettre l'adaptation de variétés aux conditions de production locales. TEF notamment, la céréale qui fait une des céréales largement utilisées dans des galettes qui sont à la base de leur régime alimentaire. La mise en place de coopératives tenues par les femmes pour pouvoir permettre aux femmes l'accès à un travail et trouver leur insertion dans les systèmes agroalimentaires, donc qui préparaient ces fameuses galettes de TEF qui étaient vendues ensuite dans différents lieux de la capitale Addis Abeba. J'ai vu aussi, qu'est-ce qui était intéressant ? Ah oui, voilà, les marchés. L'accès au marché pour les petits producteurs. Donc, les petits producteurs réussissent à développer leur production, mais l'accès au marché, c'est essentiel pour eux, pour maintenir le modèle économique, le fameux modèle économique dont il était question. Et donc, là, j'ai vu des solutions concrètes qui sont mises en place pour permettre la montée en compétences et le développement de la valeur économique autour de ça. Donc il y a vraiment des travaux qui sont mis en place. Au niveau de l'Institut à INRAE, moi je vais parler aussi de ce qu'on fait nous, on développe un partenariat de recherche qui s'appelle SARA, pour une transformation des systèmes agricoles et alimentaires basés sur la recherche. C'est un partenariat de coopération avec les pays d'Afrique. Donc le dernier A, c'est pour les pays africains. Et donc là, l'idée, c'est via la coopération scientifique, essayer de développer les échanges, développer les innovations, assurer des transferts de compétences aussi, pour pouvoir former aussi les générations de jeunes qui vont pouvoir s'emparer de ces questions dans ces pays-là. Donc on a un réseau assez large avec plus d'une cinquantaine de partenaires. Donc là, je pense qu'on joue pleinement notre rôle parce que c'est pas non plus à nous et ça nous est souvent reproché. Enfin, on fait très attention de ne pas être dans une position, on va dire, d'aller faire à la place d'eux ou prendre un rôle qui n'est pas le nôtre. Mais on essaye de le faire vraiment dans le cadre de la coopération. Voilà, c'est quelques exemples concrets pour dire que les solutions, elles se construisent aussi là-bas, hein, en fait. Et donc, il n'y a pas... Enfin, voilà, il y a un partage de la connaissance aussi qui peut amener à la génération de ces solutions. Peut-être pour rebondir sur les exemples, bien entendu... bon, d'abord, je rappelle que 50% de la production agricole française est exportée. Et elle n'est pas que exportée en Angleterre, en Allemagne. Hein. Il y a beaucoup d'exports qui se font vers ces pays-là, ce qui est un premier levier. Alors, c'est peut-être pas le plus efficace, entre guillemets, dans la durée, notamment pour des pays de ce type-là. Ensuite, nous, on a, quand on implante des outils industriels à l'étranger, vous parliez de l'Éthiopie, nous, on a construit des outils en Éthiopie. Entre 5 et 7 ans avant d'installer un outil industriel,
on va avec des agronomes dans ces pays-là, on commence à construire des modèles de production qui permettent certes d'alimenter l'outil industriel, mais dans lesquels on rentre dans une logique de rotation, dans lesquels on rentre dans une logique d'adaptation des semences au contexte local, pour accompagner à la fois faire évoluer la culture exclusivement vivrière dans de nombreux endroits, pour aller vers des éléments de culture qui permettent de développer de la rotation et qui permettent d'augmenter le modèle de production. On fait ça en Éthiopie, on fait ça en Afrique du Sud, enfin, on fait ça là où on a la possibilité d'avoir des implantations industrielles. On a fait il y a quelques années avec la Fondation un peu d'accompagnement également. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est que très souvent on est sur des toutes petites expérimentations et l'enjeu c'est le passage à l'échelle. Peut-être pour terminer là-dessus, je crois que un des éléments clés c'est le temps. On a une récolte par an et parfois deux dans certaines zones un peu particulières. Et l'agriculture, ça reste un temps long, quoi qu'on dise. On ne pourra pas cultiver. Je vous laisse répéter dans le micro. Oui, hier, on a appris que le climat allait augmenter de 3 degrés à la fin du siècle. Donc, tout ce que vous dites, c'est hors sol, là. Si on a 3 degrés en Afrique, on ne pourra pas plus cultiver. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'autre part, les paysans, il n'y en aura plus bientôt. Voilà, je ne sais pas comment on va faire. On va essayer de ne pas se décourager. On a besoin de se nourrir. On a besoin de parler aussi de la valeur de pouvoir se nourrir du point de vue de l'agriculture et de l'alimentation. Alors, on est très lié notamment à des écoles d'agronomie qui, pour certaines, sont pas très loin d'ici, sur le plateau de Saclay. Les filières alimentaires font pas rêver. C'est des filières qui manquent d'attractivité, de même que les métiers agricoles. Mais il faut continuer à porter la noblesse de la fonction, de parvenir à nourrir. Alors vous avez raison, on a des challenges nouveaux qui nous attendent. Sans aller jusqu'à l'Afrique, il y a aussi déjà des régions en France où on ne peut plus cultiver certaines choses et on est obligé de revoir le modèle d'organisation autour de ces cultures. Donc on sait qu'on a un zonage géographique qui est en train de remonter vers le nord avec des cultures qui étaient possibles avant, qui ne le sont plus. On va pouvoir par contre développer certaines cultures plus au nord qui ne l'étaient pas. Donc ça demandera une adaptation. Je crois que c'est vraiment le message aussi sur l'organisation des systèmes alimentaires à venir. Monsieur parlait de résilience. Tout le monde scrute et on est en train de préparer de nombreux scénarios pour comprendre comment on pourra adapter nos modes de culture, comment on pourra territorialiser l'agriculture pour répondre à nos enjeux. Et donc, sur nos partenaires, alors effectivement, le challenge peut paraître exacerbé chez eux, mais une des zones qui sera le plus affectée par le changement climatique, c'est la zone méditerranéenne. Et donc, tout le pourtour méditerranéen, notamment en France, sera aussi extrêmement affecté. Donc, il faut aussi voir ces enjeux chez nous, en fait. Donc, tous les dispositifs qui permettent de surveiller aussi la survenue des incendies auxquels on contribue aussi largement à INRAE, ça fait partie aussi des éléments qui vont permettre de piloter, de monitorer ces éléments-là. Alors, monsieur parlait des données. C'est un enjeu extrêmement important, réussir à organiser aussi le pilotage des données, la surveillance des systèmes pour pouvoir anticiper. C'est extrêmement important. Je ne pense pas que ce challenge soit impossible. Voilà, ça demandera peut-être certaines adaptations dans le modèle qu'on a connu. Enfin, oui et non. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est un sujet de mesure. On travaille sur. J'ai parlé de la production d'engrais de manière
je vais qualifier de décarboné, donc sans utiliser d'énergie fossile. La technologie existe. Le modèle économique n'est pas encore complètement là. Dire que c'est hors sol, je rappelle que l'année dernière, l'agriculture française a baissé sa production céréalière de plus de 25%. Quand un secteur d'activité, un agriculteur, une industrie prend ça de plein fouet, c'est pas être hors sol. C'est au contraire être très connecté aux réalités. Et on considère, quand on fait ces travaux, que ce soit avec l'INRAE ou avec les instituts, on considère que c'est pas en ne regardant pas les problèmes qu'on trouvera les solutions. Donc nous, on est collectivement confrontés à ces problèmes de manière très régulière. On essaye de travailler. Alors, comme je l'ai dit, l'agriculture, c'est du temps long. Et donc, on essaye de faire évoluer les modèles variétaux, les adaptations de résistance au stress hydrique. On travaille sur les techniques agronomiques qui permettent d'améliorer la résistance au stress hydrique. Et puis, on travaille à l'adaptation des filières industrielles. Effectivement, une agriculture qui va adapter son modèle de production aux évolutions climatiques, mais qui n'a pas de débouché industriel, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est vraiment l'effort collectif global qui doit permettre, d'une part, aux consommateurs d'avoir conscience du fait que s'ils ne contribuent pas, on aura du mal à adapter, c'est clair. Les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer aussi, notamment dans les grandes politiques publiques qui permettent l'adaptation. Et chaque acteur, chaque maillon a sa responsabilité dans le dispositif. Aujourd'hui, on a pour les grandes entreprises des modèles de décarbonation ou en tout cas de réduction de l'impact carbone qui sont de plus en plus prégnants. Donc oui, il y aura moins d'agriculteurs. Oui, probablement que la taille des exploitations devra augmenter parce qu'il y a moins d'agriculteurs et les surfaces devront être exploitées. Mais ça fait aussi partie du modèle et ça fait aussi partie du modèle économique qui permettra de financer ces adaptations scientifiques. En tout cas, c'est une conviction. Oui, bonjour. Je voulais peut-être faire une conclusion, parce que nourrir 10 milliards d'humains, c'est toujours un chiffre énorme qui fait peur. J'ai eu le même ressenti que vous. L'année dernière, au mois de mai, je rentrais de Namibie et j'ai fait un stop à Addis Abeba et j'ai découvert un pays avancé, agricole. Je n'ai pas eu toutes les précisions agronomes que vous avez eues, mais j'ai eu une vraie réflexion sur une vision qu'on a, nous, de l'Europe et de ces pays très en retard. Et donc, c'était positif. Et dans mon avion, j'ai eu mon moral qui est cassé. Je venais de passer des belles vacances en Namibie. J'ai un paquet d'immigrants qui venaient donc de ce secteur-là, d'Éthiopie, pour aller à Paris. Et je me suis dit, mais pourquoi il serait mieux aux alentours, qui est proche de leur culture, que d'être injecté en Europe? C'est pas votre sujet, mais j'ai quand même eu cette réflexion. Et là, je rentre de Dubaï, ville champignon, en bordure de mer, et la désalinisation de l'eau est une solution. On fait pousser dans le désert, donc soit c'est Dubaï peut-être qui nous déséquilibre le climat, je ne sais pas, mais en bordure de mer, dans un pays chaud, on a encore des solutions et on fait pousser des végétaux. Mais de l'agriculture, je ne suis pas encore certaine. Mais à Dubaï, ils font des miracles. Voilà. Alors, je ne m'exprimerai pas sur Dubaï. Sur les migrations, en fait, c'est pour ça que c'est important aussi de rappeler comment les équilibres vont évoluer et où la population va croître, pour aussi peut-être voir ce qui nous attend. Tant qu'on a une répartition des richesses qui est très inégale, c'est un modèle qui pourra être considéré comme attractif. De notre côté, chez nous, monsieur pourrait en parler mieux que moi, mais on manque de main-d'œuvre, hein, notamment pour l'activité agricole. Moi, je viens de Bourgogne. J'ai discuté avec des coopératives en Bourgogne qui voulaient implanter de l'abricot. Elles ne l'ont pas fait, non pas pour des raisons climatiques, alors que ça ne paraît pas naturel en Bourgogne. Justement, l'évolution climatique permet de le rendre possible, mais parce qu'on n'a pas les moyens humains pour ramasser les abricots, en fait. Dans une région viticole, on a l'habitude, malgré tout, d'organiser des récoltes manuelles sur des périodes très, très, très ciblées. Donc cet enjeu-là, il faut aussi le considérer. Donc on va essayer d'augmenter la taille des exploitations, mais à un moment donné, le capital humain qui permettra ça, c'est extrêmement important et c'est un enjeu critique.
Oui, et peut-être pour contribuer, un de nos enjeux technologiques, on parle de mécanisation pour répondre partiellement à cette problématique de main-d'œuvre à laquelle on est confronté. Pardon. Aujourd'hui, les technologies de robotique existent, permettent de faire beaucoup de choses. Alors, ça ne fait pas tout, encore une fois, mais ça veut dire que il faut, pour qu'une exploitation puisse être équipée en robotique, il faut qu'elle ait les moyens de le faire. Pour avoir les moyens de le faire, il faut qu'elle soit un peu plus grande, qu'elle ait des surfaces qui lui permettent d'amortir cette structure de coût. Donc, en fait, c'est un peu une évolution progressive qui va se faire. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans certaines régions du monde, vous avez des systèmes de désherbage mécanique qui sont extrêmement puissants, avec de l'intelligence artificielle, avec de la reconnaissance des feuilles, des adventices, avec tout un tas de choses qui nous permettent de à la fois concilier la problématique environnementale liée à l'utilisation ou la réduction de l'utilisation de pesticides, et puis à la fois la problématique de manœuvre qui est en réalité réelle un peu partout dans le monde. Donc il faut arriver à trouver cet équilibre. C'est un équilibre qui va évoluer dans le temps. Encore une fois, hein, l'agriculture, c'est une matière de temps long. Et la seule chose à laquelle il faut bien se coller, c'est de toujours avoir en tête que s'il n'y a pas le modèle économique qui permet de garder ce temps long et de garder la perspective, la transition ne se fera pas, et où on se fera avec beaucoup plus de temps et beaucoup de difficultés. Donc, encore une fois, la technologie permet de faire énormément de choses. Elle ne fait pas tout. On aura encore des énergies fossiles, évidemment. Il y aura toujours encore un petit peu d'énergie fossile. On travaille tous pour en baisser la proportion. On travaille sur le stockage du carbone dans les sols, comme on travaille sur le stockage du carbone dans les forêts. Tous ces sujets sont scientifiquement travaillés. On développe des modèles agronomiques qui permettent de le faire. Et alors, pour le coup, l'INRAE nous accompagne bien et est en pointe sur ces sujets. Ça doit nous permettre de répondre avec optimisme et enthousiasme aux enjeux auxquels nous serons confrontés. Nous sommes en France, et pardon d'être parfois un peu nombrilistes sur ce sujet, une puissance agricole. Alors, la balance commerciale, cette année, a été déséquilibrée pour tout un tas de raisons, et notamment des raisons de prix. Mais ne détruisons pas notre agriculture par pessimisme. Au contraire, soyons optimistes pour la promouvoir et réarmons, comme l'a dit notre ministre, l'agriculture française. Merci Monsieur Clity, merci Madame Niclos, merci à tous d'être venus ce soir. Merci beaucoup à vous quatre pour cette conférence.